Bonjour à tous, en direct de Business Pole à Sophia Antipolis. Donc aujourd'hui, je suis avec Aline Dozda, qui est avocate au sein du cabinet Novart, avocat à Antibes. Donc bonjour Aline. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci de te prêter au jeu en tout cas. Nous, aujourd'hui, on va aborder la protection de marque. Donc ça, c'est un sujet qui est souvent mis de côté par tous les créateurs ou repreneurs d'entreprises. C'est pas leur préoccupation première. Pourtant, la protection de marque, ça concerne toutes les entreprises qui se créent, TPE, PME ou autres. Et plus tard, on abordera une vidéo spécifique sur la protection de brevets. Donc, première question, Aline, qu'est-ce qu'une marque ? Alors, une marque, c'est un titre privatif que vous allez obtenir par enregistrement et qui va du coup protéger un nom, une image, ou qu'elle soit animée ou non, et qui va vous permettre de communiquer autour de ce terme, et puis surtout que vous allez pouvoir du coup, grâce à ce titre privatif de droit de propriété intellectuelle, vous allez pouvoir le défendre et surtout le valoriser économiquement. D'accord. Donc ça sert à ça, notamment à valoriser. Ouais. D'accord. Donc il faut impérativement qu'il y ait un signe distinctif dans le logo ou Alors la distinctivité, on entre complètement dans le vif du sujet directement. On dit que c'est un signe distinctif, alors que ce soit encore une fois juste un terme verbal ou figuratif. Il faut qu'il soit distinctif par rapport, alors du coup on va en parler juste après, par rapport à ce que vous allez vouloir protéger. Parce que quand vous protégez avec une marque, il faut que ça se protège une activité, donc de produits ou de services. Et donc, ce terme va devoir se distinguer de cette activité. C'est parce que vous faites, c'est qui vous êtes derrière. D'accord, ok. Et admettons, donc je suis créateur d'entreprise, je veux déposer ma marque. Comment je fais pour savoir si quelqu'un à Lille, Tourcoing, Nancy n'a pas déjà déposé un logo identique, une marque identique ou autre? Alors, effectivement, important aussi, vérifier l'antériorité, parce que comme c'est un droit de propriété intellectuelle, si vous l'utilisez et que ça viole un autre droit de propriété intellectuelle, ça constitue une contrefaçon et vous encourez la nullité de votre titre que vous aurez déposé. Donc vous allez faire ce qu'on appelle une recherche d'antériorité ou de disponibilité. Alors, auprès de qui, du coup? Vous pouvez le faire tout seul. Ouais. Je vous déconseille de vous lancer en allant juste sur DataInPy, parce que chose que beaucoup de personnes font, beaucoup d'entrepreneurs viennent nous voir en disant c'est bon, j'ai regardé sur DataInPy, le signe n'existe pas, mais si vous allez regarder, alors DataInPy étant un service de l'INPI qui vous permet de regarder le nom des sociétés, pas seulement les informations sur les sociétés, les informations sur les marques et les informations sur les dessins et modèles existants. Et du coup, vous allez mettre votre nom ou pas d'ailleurs, vous allez avoir la liste des marques qui existent. Certaines personnes font ça et puis elles me disent non, mais il n'y avait rien. Le problème de DataInPy, et quand vous allez regarder même sur Google ou tout autre moteur de recherche, vous allez avoir ce qu'on appelle une recherche à l'identique. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir le nom de tous les termes qui vont être identiques aux termes que vous souhaitez. Alors, c'est clairement pas suffisant parce qu'une seule lettre peut changer. Et donc ça, vous ne le verrez pas forcément. Et même si vous changez ce terme d'une seule lettre, ça ne veut pas du tout dire que ce ne sera pas contrefaisant. Parce que on va aller chercher le directeur de l'INPI quand vous allez déposer votre marque. Alors, il ne va pas vous dire il va vous dire qu'il faut faire une recherche d'antériorité, lui ne va pas la rechercher, mais s'il y a une opposition après, le but c'est de déterminer si oui ou non le signe que vous avez déposé peut créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur dit moyennement averti. Ça, c'est des termes très juridiques. Et en fait, le consommateur moyennement averti, je vous donne un exemple comme ça, parce qu'évidemment, je suis soumise par le secret professionnel, mais on imagine Rock Papa, vous allez déposer Rock Papa, et une personne ne pourra pas déposer forcément Rock Daddy, alors que le terme n'est pas pareil. Mais déjà, l'élément d'attaque est le même, et puis Papa et Daddy, intellectuellement,
c'est très semblable. D'accord. Et donc, ça va faire que votre marque va violer un droit antérieur si vous avez donc Rock Papa et que vous le déposez Rock Daddy. Et c'est là que ça, vous ne le verrez pas du tout. Donc, on vous conseille d'aller plus loin, de commander ce qu'on appelle donc un listing que va vous transmettre l'INPI avec toutes les sociétés qui sont déjà créées avec le nom par rapport au nom que vous souhaitez déposer. Alors, par contre, d'après ce que je comprends, l'INPI ne va pas remplacer ton rôle d'avocat, par exemple. C'est pas l'INPI qui va aller chercher si quelqu'un a déposé un logo ou une marque identique. L'INPI va faire son travail. L'INPI va vérifier quand, par exemple, je vais justement déposer un terme qui n'est pas suffisamment distinctif. D'accord, ok. Voilà, je veux déposer la peluche française pour des nounours. Ouais. L'INPI va me dire, vous ne pouvez pas déposer ça parce que c'est un terme que j'utilise de manière générale pour ce type de produit. Et donc, vous ne pouvez pas créer de monopole qui empêche tout le monde d'utiliser ce terme-là. Je vous simplifie. Ça, elle va le faire parce qu'on considère que c'est d'ordre public, finalement. C'est son travail de vérifier ça. Elle considère, c'est pas le cas dans tous les pays, mais en France, on considère que la recherche d'antériorité, c'est la responsabilité et du déposant de la faire pour vérifier qu'il ne prend pas de risque en déposant sa marque. Et aussi, donc, je vais déposer ma marque si je l'ai faite ou non, et ils ne vont pas vous empêcher de le faire, elle va être acceptée. C'est aussi la responsabilité du propriétaire de la marque antérieure, du titre antérieur, parce qu'on va aussi vérifier les sociétés, parce que la dénomination sociale peut être un titre antérieur. C'est la responsabilité de ces personnes-là de vérifier qu'on ne viole pas leurs droits, en fait. Donc, on considère que c'est la responsabilité donc, de ces personnes de le faire et que ce n'est pas à l'INPI de le faire de manière au moment de l'enregistrement. D'accord, ok. Voilà. Okay. L'INPI, on peut les rencontrer en direct. Il me semble qu'avant, on pouvait les rencontrer en direct. Maintenant, tout est dématérialisé, c'est ça? Oui. Oui, d'accord. Alors, il n'y a plus de... On pouvait les rencontrer à Sofia jusqu'à... il y a quelques années. Avant, on pouvait les déposer directement. Ça s'est donc énormément dématérialisé. Maintenant, c'est uniquement dématérialisé. Et l'INPI, d'ailleurs, ne fait pas que ça. Elle peut vous aider au niveau d'autres entreprises avec des passes pays et autres financements qui vous permettent justement de protéger votre propriété intellectuelle. Sur les marques, c'est pas trop le cas. Sur les brevets, beaucoup, mais je sais que vous allez en parler une autre fois. Et sur les contrats aussi. D'accord. Donc, surtout, bien regarder le site de l'INPI. Il est très intéressant en termes d'informations. Mais tout ce que je vous dis aujourd'hui, du coup, vous allez commander ce fameux listing qui va vous donner à peu près 40 pages de titres antérieurs à vérifier. Et j'ai une cliente, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, qui m'a dit « Ah, ben je l'ai fait, moi, je l'ai commandé, c'est bon. » Elle m'a sorti le fameux listing. Et elle me dit « Par contre, je ne sais pas du tout, je ne comprends pas. » Et je dis « Oui. » En général, il vaut mieux aller voir quand même un professionnel, que ce soit un avocat spécialisé ou un conseiller en propriété industrielle, qui va donc analyser ce listing et qui va vous déterminer le risque que vous avez à déposer ce signe-là en particulier. Et alors, le risque, quel est-il, du coup? Le premier risque, ça va être d'être en violation d'un droit antérieur. Les droits antérieurs, encore une fois, c'est ou une marque ou un droit d'auteur. Mais c'est quand même rare qu'on vienne vous chercher sur le droit d'auteur. Ou une dénomination sociale. Puisque le nom commercial ou les noms de domaine, pas forcément, mais les dénominations sociales font partie de ce qu'on appelle les droits antérieurs qui empêchent de déposer un terme équivalent. C'est un peu le piège. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La personne qui a déposé, qui a déjà enregistré ce signe, c'est souvent des propriétaires de marques. Ils vont vous envoyer une petite lettre de mise en demeure et puis ils auront alors 2 choix qui peuvent être cumulatifs. C'est soit faire ce qu'on appelle une opposition auprès donc du directeur de l'INPI. Donc c'est une procédure administrative où on va déterminer
si les signes au niveau visuel, au niveau phonétique, au niveau intellectuel sont suffisamment proches pour qu'il y ait ce fameux risque de confusion auprès du consommateur moyennement averti. D'accord, ok. Et on ne va pas regarder que ça, on va aussi regarder les classes dans lesquelles la marque va être déposée. Oui, alors ça, les classes, on en reparlera plus tard. Est-ce qu'on peut revenir aux créateurs, par exemple? Ça induit beaucoup de choses, du coup, le fait d'avoir une marque qui ressemble à une autre marque. Parce que au moment où vous allez vous immatriculer, vous allez forcément déposer le nom commercial, etc., etc. Donc, si une autre marque porte plainte contre moi, ça veut dire que potentiellement, il va falloir que je modifie mes statuts, que je modifie tout un tas de choses qui vont me coûter de l'argent, voire peut-être mon nom de domaine sur Internet si j'ai déjà déposé la marque, etc. D'où l'importance. Là, qu'est-ce que tu conseillerais à un créateur? C'est de le faire de suite, dès qu'il crée sa boîte? Alors moi, dès qu'une personne décide de créer son entreprise et qu'elle souhaite déposer au nom, en fait, même pour sa dénomination sociale, je vais lui conseiller de faire une recherche d'antériorité. D'accord, ok. Parce que le dépôt de marque n'est pas obligatoire, d'accord. Ça dépend surtout si on a créé une société, on va avoir sa dénomination sociale et, comme je l'ai dit, la dénomination sociale, elle va être malgré tout protégée par la concurrence déloyale, mais c'est toujours quelque chose. Ça va déterminer une antériorité. Quand on est entrepreneur individuel, des micro-entrepreneurs, alors là, s'il y a une volonté vraiment de protéger et de défense d'un terme en particulier et surtout d'un logo, alors là, je conseille clairement, de faire une recherche d'antériorité, mais le plus tôt possible. Parce que, en fait, il n'y a pas pire qu'une personne qui vous dit, un avocat, un conseiller en propriété industrielle, qui vous dit une fois que vous avez bien choisi votre nom et que vous y êtes énormément attaché parce que c'est très, très affectueux. Enfin, on s'attache énormément aux termes qu'on a choisis. Je vous assure qu'il y a des gens qui, quand je leur dis non, ils réfléchissent pendant des semaines pour retrouver quelque chose qui leur plaît autant que le premier terme. Et donc, il vaut mieux le faire le plus tôt possible. Comme ça, si on dépose très tôt. On a 10 ans, donc 5 ans pour l'utiliser et 10 ans de protection. J'anticipe un peu. Donc, c'est toujours quelque chose. C'est pas une dépense inutile parce qu'en fait, le fait d'avoir un problème, parce qu'on a parlé de l'opposition, mais il y a aussi l'action en contrefaçon. Là, ça va être une action judiciaire, avec demande de dommages et intérêts. Sur l'action d'opposition, il n'y a pas de demande de dommages et intérêts, c'est juste oui ou non. Tu changes ta marque et puis on en reste là. Et du coup, effectivement, par contre, de devoir changer une fois qu'il y a une opposition, ou simplement la lettre de mise en demeure, parfois on décide de changer la lettre de mise en demeure, effectivement, ça a un coût énorme parce qu'il y a toute la communication à refaire, potentiellement, effectivement, les statuts de la société, etc., de la publication. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, on conseille de ne pas avoir forcément le même nom de société si on dépose une marque par ailleurs. Plutôt, pour essayer de différencier, comme ça, si on a un problème sur l'un, on n'est pas obligé de tout changer. D'accord, ok. Et donc, oui, le risque est essentiellement économique aussi, parce qu'en général, ça s'arrange. 70% des cas, on négocie, ça se passe bien. Il y a des personnes qui, par principe, vont continuer. On n'a jamais la main là-dessus. La plupart du temps, ça se passe bien. On va négocier du temps pour le changement, etc. Mais en fait, ça vous coûte 2 fois plus cher que d'être allé voir quelqu'un au départ. Donc, autant y réfléchir dès le départ. Et alors, pour ceux qui ne sont pas allés directement déposer leur marque, est-ce qu'on peut modifier ou déposer plutôt sa marque en cours d'activité, au bout de 2-3 ans? Il n'y a pas de problème. Complètement. Ok. C'est juste que pendant tout ce temps-là, on n'a pas d'antériorité. Et pendant tout ce temps-là, c'est difficile quand quelqu'un va utiliser votre nom. Du coup, la défense du terme qu'on a choisi est beaucoup plus compliquée. C'est difficile de prouver qu'on était arrivé avant lui ou autre, du coup. Et puis, entre-temps, il y a une personne qui a pu le déposer à titre de marque. Si vous êtes, je reprends l'exemple de l'entrepreneur individuel, qui donc n'a pas qui peut avoir un nom commercial, mais le nom commercial, encore une fois, n'est pas un titre antérieur, donc vous n'avez pas d'antériorité.
c'est dommage de se retrouver au bout de quelques années et une personne l'a déposé entre-temps et vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce qui ne peut pas être protégé Qu'est-ce qui ne peut pas être protégé? Alors, les termes donc, qui ne sont pas distinctifs, comme je vous l'ai déjà expliqué, comme je te l'ai déjà expliqué, tout ce qui va heurter l'ordre public. Donc, avant, on avait cet exemple de la feuille de cannabis. Ça, c'était impossible à déposer. Aujourd'hui, vous voyez pourquoi les mœurs sont changées. Magasin de CBD, il y en a quand même pas mal. Aujourd'hui, c'est plus du tout le bon exemple, mais c'était l'exemple qu'on utilisait. On ne peut pas utiliser les couleurs nationales d'un drapeau. D'accord, ok. Attention. Donc, en tout cas, on peut pas. Si on reconnaît le drapeau, c'est pas possible de le déposer en tant que tel. Voilà, c'est l'ordre public quand il va être la violation de l'ordre public interdit le dépôt. Et alors tout à l'heure, tu parlais de la durée de la protection. Donc, je vais déposer via mon avocate ou avocat mon dossier à l'INPI. Combien dure? Donc tu disais que la protection de ma marque durait 10 ans, c'est ça? Au bout de 10 ans, par contre, il faut réentamer une procédure par rapport à l'INPI pour reconserver le... Ouais, c'est renouvelable. C'est renouvelable. C'est le seul titre de propriété intellectuelle qui peut durer l'éternité. D'accord, mais par contre... Pour autant qu'on paye. D'accord. C'est pour ça qu'on a des marques extrêmement anciennes. Donc c'est 10 ans. Au bout de 10 ans, il y a une procédure de renouvellement. On est averti par l'INPI ou pas? Ou il faut le faire? Ah d'accord, ok. Mais c'est bien d'avoir aussi un conseil parce qu'il vous rappelle qu'il faut le faire. Alors, pour les personnes qui n'ont pas renouvelé au bon moment, vous avez 6 mois supplémentaires sous peine de payer un petit pourcentage supplémentaire. Vous pouvez quand même, vous ne perdez pas complètement votre droit, mais au bout de 6 mois, c'est fini. Vous avez perdu complètement votre droit. D'accord. Donc, attention, ça m'est arrivé aussi, c'est arrivé à certains de mes clients qui ont redéposé après et du coup se retrouvent en litige parce qu'ils n'avaient plus de droit. Ok. Et combien ça coûte? Alors tu parlais du coût justement. On va déposer ma marque à l'INPI. Concrètement, ça coûte combien? Et le renouvellement justement de cette marque au bout de 10 ans, combien ça coûte? Alors, le coût de la marque, il va dépendre du nom, alors déjà du pays, parce que là on parle de l'INPI. Oui. Quand vous allez déposer auprès de l'INPI, vous allez être protégé en France. Oui. C'est un titre, ce qu'on appelle un titre national, territorial. Donc je protège ma marque en France, je la dépose à l'INPI. Si je veux la protéger pour tous les pays de l'Union européenne, je vais la déposer au niveau de ce qu'on appelle le UIPO, qui est l'office, c'est l'équivalent de l'INPI au niveau de l'Europe. C'est 2 dépôts différents. C'est 2 dépôts différents, mais si je dépose au niveau du UIPO, je suis protégée aussi en France. Ah, d'accord. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes coûts, évidemment, sachant que, on continue à le rappeler, le Royaume-Uni n'en fait plus partie, donc attention, vous n'êtes plus protégé pour les nouveaux dépôts. Attention, vous n'êtes pas protégé non plus à Monaco. D'accord. Ça fait pas partie de l'Union européenne. Je le dis parce que ça arrive pour certains clients, ah bon? Non. Et puis si on veut aller encore plus loin, on va faire une extension internationale et là on a encore plusieurs choix. Soit on va déposer au niveau des pays de manière nationale, donc ça a un coût assez... Ça peut devenir très très coûteux. Soit on va bénéficier d'un système qui est très très vieux, qui s'appelle la marque internationale. D'accord. Et qui permet en un seul clic, c'est pareil, sur la base d'une première marque, donc soit celle que vous auriez déposée en France ou au niveau de l'Europe, sur la base de, il faut avoir d'abord une première marque, et puis ensuite, à partir de ce premier dépôt, vous allez pouvoir déposer dans presque 200 pays du monde entier. D'accord. Voilà. Et toi, un créateur qui a une activité traditionnelle, je ne parle pas d'une PME qui va s'expatrier ou qui va vendre à l'international, qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce que un dépôt de marque en France suffit? Ça dépend de quoi en fait? Ça dépend de votre clientèle. Oui, d'accord, ok. La même personne qui n'arrivait pas à analyser son listing de l'INPI, au début, est venue me voir en me disant « Bon, l'agence de com qui m'a créé mon nom,
me dit qu'il faut déposer en Europe. Je lui dis oui. Vous vendez par quel biais? Par votre site internet, très bien. Votre clientèle, elle est où? Pour l'instant, elle est essentiellement en France. D'ailleurs, c'est une très bonne question parce que je lui dis, écoutez, l'Europe, c'est bien, c'est juste que le coût est quand même beaucoup plus important. Et puis surtout, on a ce qu'on appelle un droit dit de priorité, c'est-à-dire que je dépose le 1er novembre, j'ai 6 mois. Je dépose en France. J'ai 6 mois pendant lesquels, si je dépose à l'étranger, en Europe ou au niveau de la marque internationale, j'ai 6 mois pour bénéficier de cette première date de dépôt. C'est-à-dire que je dépose le 1er novembre en France, j'ai jusqu'à... imaginons que je le redépose en Europe, parce que finalement, ça a bien marché. La clientèle, tout de suite, s'est diversifiée dans plusieurs pays. Je vais le déposer le 15 janvier au niveau de l'Europe, ou tout simplement juste en Italie, parce que c'est que là que ça m'intéresse. Je vais bénéficier de cette première date. C'est comme si je l'avais déposé à ce moment-là. Et donc, si un concurrent ou pas d'ailleurs, à déposer entre-temps dans les mêmes classes de produits et services, je pourrais lui opposer l'antériorité de ma marque. Ça dure 6 mois. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas déposer bien après, au niveau étendre cette protection, mais ça permet de bénéficier de cette première date. Alors, c'est très court, 6 mois. Pour les brevets, c'est beaucoup plus long. Et c'est dommage un petit peu parce que le temps qu'on puisse étendre, souvent le délai est terminé. Mais c'est pour ça qu'il faut aller voir quelqu'un de spécialisé très très tôt aussi, parce que ces questions-là, on va les aborder à ce moment-là. Et si vous n'avez pas le budget, ou tout simplement si votre business plan il prévoit une évolution de votre clientèle au fur et à mesure, c'est plus intéressant d'avoir ça en tête, en fait. Oui, parce que ça peut concerner quelqu'un qui vend sur Internet, quelqu'un qui développe une appli, il y en a personnes qui développent ça. Là, en l'occurrence, pour cette cliente-là, son site est déjà traduit, donc ils vont viser à un moment donné une clientèle externe, mais elle me dit, écoutez, je le sais maintenant, on dépose en France, et on en reparle dans 4 mois, et puis on déposera peut-être en Europe à ce moment-là, ou les pays qui finalement m'intéressent, parce que peut-être que l'Europe ne vous intéresse pas complètement. C'est 27 pays, et c'est 27 fois plus de risques, parce que ça fait 27 fois... Enfin, certainement plus, je suis pas très... Mais en tout cas, ça vous fait un risque beaucoup démultiplié d'opposition. Donc, il faut faire attention avec les extensions. Et du coup, le coût en France, a priori, c'est 270 €, mais alors, c'est le coût juste pour déposer le dépôt à l'INPI, c'est hors frais d'avocat, machin, etc. Oui, c'est hors frais de recherche, etc. Le prix d'une marque déposée en France, c'est par classe de produits et services. Une classe, c'est 190 €. Alors, une classe, qu'est-ce que c'est? Alors, quand je vais déposer ma marque, donc je vais choisir pour quoi je vais la protéger. C'est-à-dire que je veux vendre des stylos, donc je vais la protéger, je vais les choisir dans une classification qui s'appelle la classification de Nice. Le produit, il y a 45 classes de produits et de services, donc, et notamment les stylos. Je vais aller chercher la classe où il va y avoir les articles de papeterie et d'écriture, et je vais déposer dans cette classe-là. D'accord. Et donc, il y en a 45. Et il fut un temps où on avait 3 classes pour le prix du dépôt. Maintenant, c'est 190 € pour une classe. Et puis, vous avez 40 € supplémentaires par classe. D'accord, ok. Donc, il faut bien choisir parce que plus on va être précis, moins le risque... plus on va écarter le risque de confusion et d'opposition par ailleurs. D'accord, ok. Donc ça, c'est aussi le but de notre savoir-faire, c'est que nous, on va aller déterminer ce qui vous intéresse vraiment. Et puis surtout, c'est pareil, il faut le réfléchir très tôt, parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai 5 ans pour utiliser ma marque dans les classes de produits et services que j'ai visées. Je ne suis pas obligée de le faire tout de suite. Si au début, je vais faire que des stylos, et puis je me dis qu'à un moment donné, justement, je vais faire de la papeterie, ou tout simplement, je ne sais pas, des ordinateurs.
Ouais. C'est pas le même produit. Je vais pouvoir le déposer pour tout ce qui est produit informatique et en même temps que mon stylo, même si je le fais pas tout de suite. Et j'ai 5 ans pour faire un usage sérieux de cette marque sur cette autre classe. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au bout de 5 ans, vu qu'on a des devoirs en tant que propriétaire d'une marque, on n'a pas que des protections aussi, on a des devoirs. On est obligé d'utiliser sa marque. Si on n'utilise pas une marque, on risque de la perdre au bout d'un certain temps. En tout cas, toute personne ayant un intérêt à le faire peut vous demander la nullité de votre marque. Parce au bout de combien de temps, du coup? Au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans, d'accord, ok. Sachant que, je vous dis ça parce qu'on est en France, aux États-Unis, par exemple, on va devoir justifier de l'usage beaucoup plus vite. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et alors, cette marque, est-ce que je dois la déposer en mon nom personnel ou au nom de mon entreprise? Et puis, c'est quoi la différence, en définitive? Alors, quand vous êtes entrepreneur individuel, vous n'avez pas trop le choix. Oui. Quand vous êtes en société, effectivement, certaines personnes vont vouloir la déposer à leur nom personnel, souvent le nom du dirigeant, plutôt que au niveau de la société, parce qu'ils se disent au moins si à un moment donné je développe le nom d'associé et que je suis diluée, j'aurai toujours la main sur la marque. Alors, c'est une stratégie. Il y a aussi une autre raison, c'est que certains chefs d'entreprise se disent comme ça, moi je vais faire je vais faire une licence de cette marque à ma société, qui va donc l'utiliser, la faire fructifier et améliorer sa valeur. Et je vais récupérer ce qu'on appelle des royalties, de redevances, pour cette fameuse licence, qui correspond à une location. Sachez que, parce que le fait de récupérer ce prix, ça permet de récupérer aussi un peu de trésorerie sans être forcément salarié de l'entreprise. Il y a quand même un certain nombre de charges sociales qui vont s'appliquer. Et puis surtout, c'est pareil, c'est très... faut faire attention aussi parce que déjà, souvent, les gens font ça et ils oublient de faire la fameuse licence. Et toute licence doit être inscrite au niveau de l'INPI pour qu'elle soit opposable au tiers. Et comme je vous l'ai dit, il faut utiliser sa marque, il faut en faire un usage sérieux. Si vous ne faites pas cette fameuse licence, et qu'il y a un jour une contrefaçon, ça arrive que votre adversaire, vous lui dites ça va pas, vous utilisez ma marque, etc. Ils vous disent oui, mais vous ne l'utilisez pas. Si, ma société l'utilise, oui, mais il n'y a pas de licence. D'accord, donc bien penser à la licence. On rétablit la chose, mais en tout cas, déjà, ça peut être un risque qui est facilement. On trouve des solutions pour tout, quasiment. Mais, et puis surtout, il y a le développement d'entreprise. C'est si justement on a peur d'être dilué, donc on dépose la marque en son nom personnel. Mais ça ne va pas améliorer la confiance des futurs associés, surtout dans le cadre de levée de fonds ou de tout ce qui est organisme financier, se dire oui, mais la marque ne vous appartient pas, puisqu'elle appartient aux dirigeants. Donc, alors on remédie évidemment à cela avec des licences dites exclusives, où donc le dirigeant concède des droits à titre exclusif à la société qui ensuite va pouvoir les utiliser. Ça rassure beaucoup, mais ça peut un peu dévaloriser votre entreprise, puisqu'il y a quand même ce risque que la marque n'appartient pas à l'entreprise. Et parfois, elle n'appartient pas à la société. La société, parfois, la marque acquiert énormément de valeur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand même, c'est qu'on finit par céder la marque à la société au moment de l'investissement. Donc, bon, ça peut être intéressant, encore une fois, en termes de trésorerie, mais finalement, on arrive souvent à dire, du coup, il vaut mieux que ce soit la société qui soit propriétaire, parce que quelque part, c'est plus simple, ça allège les coûts, surtout pour justement les startups, parce que du coup, ça veut dire on va déposer la marque, on va faire un contrat de licence auprès de la société, etc. Du coup, ça multiplie un peu les coûts et les formalités. Donc, bon, c'est pas toujours utile. Mais ça peut être, c'est possible.
D'accord, ok. Donc une licence se loue et se vend. Une marque peut se... Enfin, une marque, oui, peut se louer et se vendre, alors du coup. Donc, quand on est dans le cadre d'une licence, donc c'est certains droits qui sont octroyés. Ouais. D'ailleurs, vous pouvez octroyer que pour certains produits ou services, avec un terme, et contre, en général, un prix qui peut être homologue, en pourcentage en termes de chiffre d'affaires octroyé. Ou voilà, je peux vendre ma marque, juste la marque aussi. C'est possible. Ok. Ok. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps sur ce sujet qui est quand même assez complexe. Oui. Donc, pour résumer, faites-vous accompagner le plus tôt possible. En gros. Non, mais nous, et je ne suis pas la seule, je pense que tous les avocats, dans tous les domaines, surtout dans le domaine de l'entreprise, préfèrent être des acteurs, être des interlocuteurs partenaires de leurs clients, et surtout très en amont, début du projet, justement, pour être là pour proposer des solutions plutôt que de dire non. Oui. Et c'est quand même vraiment dommage d'être allé voir l'agence de com, c'est superbe. Elle vous a fait un beau nom, un beau logo, et puis soit vous allez voir l'avocat ou un conseiller en propriété industrielle et il vous dit non, ne faites pas ça, ne la déposez pas, du coup il faut refaire, c'est dommage. Oui. Ou au pire, se retrouver avec une opposition. Oui. Donc voilà, on essaie d'être plutôt vraiment des partenaires au cœur du projet de l'entrepreneur plutôt que de se retrouver à réparer. Ce ne sont pas des erreurs, parce que évidemment vous pouvez déposer votre marque tout seul. Il y a des gens qui n'ont jamais de problème. En général, on me dit non, mais mon ami machin n'a pas eu de problème. Oui, mais nous, on est là pour identifier des risques et de vous trouver surtout des solutions qui vous permettent de déposer quand même en baissant, en diminuant ces fameux risques. Donc, on n'est pas là juste pour dire non, on est là pour trouver des solutions. Donc, effectivement, ça vaut vraiment le coup d'aller se faire accompagner. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Et en tout cas, prochaine vidéo ou podcast sur le dépôt de brevet. Alors ça, c'est encore autre chose. Très complexe. En tout cas, merci d'avoir pris du temps et puis à bientôt. Je te remercie. À très bientôt. Clac.